On a tous dans nos consultations l'exemple de patients qui arrivent avec un diagnostic plus ou moins formellement établi d'Ehlers-Danlos hypermobile. Et puis en examinant, en creusant, on se dit bah, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on rectifie le diagnostic pour une maladie qui n'a rien à voir et qui peut bénéficier d'une prise en charge complètement différente de celle du départ. Donc, de façon relativement évidente, on a, en tout cas sur nos territoires, un certain nombre de patients étiquetés Ehlers-Danlos hypermobile et qui sont atteints d'autres maladies. Hein. Ça, c'est très clair. Alors, c'est net chez l'enfant. Tu l'as très bien illustré, mais on a aussi dans notre patientèle des adultes porteurs de maladies neuromusculaires, porteurs de maladies de Marfan ou autres, qui ont été étiquetés syndrome d'Ehlers-Danlos de façon un peu rapide. Hein. Donc le diagnostic, c'est quelque chose de très pointu et délicat, surtout quand on n'a pas de possibilité de confirmation par des examens de génétique moléculaire ou autre, comme dans la forme hypermobile. Alors, moi, je voulais juste rapidement vous présenter notre activité au CHU de Nîmes. Donc, moi, je suis médecin généticien. On a une consultation de génétique médicale avec une petite équipe. Hein. On n'est que 2 médecins généticiens au CHU de Nîmes. Et le docteur Chiesa, avec qui je travaille, s'occupe davantage d'oncogénétique, de problèmes de cancer. Donc ce n'est pas lui qui reçoit les patients, donc je suis un petit peu tout seul. Et à notre consultation, c'est 1 à 2 consultations par semaine pour Ehlers-Danlos de type hypermobile, majoritairement, mais on a aussi d'autres types de syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc 1 à 2 consultations par semaine, ça fait quand même beaucoup au niveau de notre service. Et bon, sans revenir en détail sur la classification, depuis, on va dire 2010, on a mis en place une activité de génétique moléculaire au CHU de Nîmes, qui était avant réalisée au CHU de Montpellier. J'étais avant à Montpellier. Et je suis parti au CHU de Nîmes et on a relayer l'activité qui était arrêtée à Montpellier de diagnostic moléculaire du syndrome de Marfan et des syndromes apparentés. Et dans ce contexte-là, vous avez vu tout à l'heure les différents types de SED avec les gènes impliqués. Progressivement, notre volonté a été de mettre en place la possibilité d'accéder à ces analyses parce que dans la littérature internationale, on voit de partout analyse génétique indispensable pour la confirmation diagnostique, etc. Mais en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors de l'Ehlers-Danlos de type vasculaire, de l'analyse du gène COL3A1, eh bien pour les autres gènes, on a une offre diagnostique qui est extrêmement réduite, voire néante, qui n'existe pas. Hein. Pour l'Ehlers-Danlos de type classique, jusqu'à il y a très peu de temps, eh bien, il fallait envoyer les prélèvements en Belgique. C'était d'une complication incroyable pour espérer avoir un génotypage, d'avoir une mutation. Donc, on a voulu mettre en place cette possibilité d'analyse. Le point donc, qui n'a pas été discuté en termes de diagnostic différentiel, c'est un autre cadre nosologique qu'on appelle les syndromes de Loeys-Dietz, qui sont définis par une triade, un petit peu comme les Ehlers-Danlos, mais ce n'est pas la même. Hypertellorisme, c'est-à-dire un écart important entre les 2 yeux, la présence d'anomalies de la luette, la petite cloche au fond du palais, ou de fente palatine, et puis la présence de tortuosité, d'anévrisme, de dissection artérielle, etc. Donc ça, c'est lors de la description initiale du syndrome de Loeys-Dietz. Et puis, quelques années après, est apparue la notion d'un syndrome de Loeys-Dietz de type 2 et qui ressemble en gros comme 2 gouttes d'eau à un syndrome d'Ehlers-Danlos de type vasculaire, puisqu'on a une fragilité cutanée, une peau fine translucide, des événements artériels. Voilà. Donc un diagnostic différentiel. Les syndromes de Loeys-Dietz sont en rapport avec tout un groupe de gènes impliqués
dans des signaux moléculaires qui permettent la régulation, notamment de la matrice extracellulaire dont on vous a parlé, des collagènes, etc. Et cette voie de signalisation TGF-bêta, c'est un certain nombre de gènes nouveaux, puisque on a identifié le dernier gène il y a seulement 3 mois dans cette voie de signalisation. Alors, notre activité diagnostique, on a commencé en 2000 au CHU de Montpellier par l'analyse du gène de la fibrilline de type 1. À l'époque, on avait une technologie de séquençage qui nécessitait de faire patient par patient, petit bout de gène par petit bout de gène, pour avoir l'analyse en entier. Et il fallait 65 réactions par patient pour avoir l'analyse du gène de la fibrilline de type 1, un travail fastidieux avec une lenteur d'analyse qui était importante. En 2005 sont sortis le diagnostic différentiel avec les gènes de la voie de TGF-bêta pour le syndrome de Loeys-Dietz, et on a enrichi cette offre diagnostique par toujours ces technologies de séquençage classique. Et puis, ces dernières années, on a eu une réelle disruption technologique en génétique avec l'arrivée de ce fameux séquençage de nouvelle génération qui permet en un seul temps de pouvoir multiplier les réactions de séquence chez les patients et d'analyser un très très grand nombre de gènes. Alors sur le CHU de Nîmes, on est équipé d'un séquenceur moyen débit, on ne peut pas séquencer le génome de tout le monde, mais on a par analyse la possibilité d'analyser jusqu'à 2 milliards de paires de bases de l'ADN par sujet. Et en 2015, nous avons mis en place un premier panel de gènes dans lequel, pour les syndromes d'Ehlers-Danlos, on avait le gène COL3A1 responsable de la forme vasculaire, un panel de 15 gènes. Et puis, dernièrement, là, cette année, on a augmenté, on a enrichi ce panel de gènes pour passer à 33 gènes, où on a les gènes impliqués dans la forme classique, et puis les gènes du collagène 1 impliqués dans des formes plus rares de syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc, on ouvre maintenant la possibilité à la confirmation diagnostique pour un certain nombre de patients atteints de forme d'Ehlers-Danlos, de syndrome d'Ehlers-Danlos, mais aussi ça peut être une aide pour le diagnostic différentiel. Marjolaine Williams contribue à nous envoyer des prélèvements et à faire l'analyse. Alors, voilà un petit peu comment ça se présente. Lorsque on a fait l'analyse technique, on procède à un alignement des séquences sur le génome. Vous avez ici la répartition de l'ensemble du génome. Et par patient, j'ai à peu près 2 500 000 paires de bases à valider, à regarder si la paire de bases à tel endroit est correcte par rapport à la séquence de référence ou s'il y a une mutation. Et ici, vous avez une table résumée où on a toutes les variations potentielles présentes chez le patient. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que par patient, on identifie à peu près une 50aine de variants de l'ADN et qu'au sein de ces 50 variants de l'ADN, il y en a potentiellement un qui est responsable de la maladie que l'on recherche. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des situations relativement claires et nettes comme celle-là, où on sait que cette mutation qui est survenue ici dans le gène du procollagène de type 3, on sait qu'elle est délétère parce qu'elle va interagir sur le gène, sa position, ses caractéristiques permettent de la classer et donc de porter chez ce patient le diagnostic formel de syndrome d'Ehlers-Danlos de type vasculaire. Mais il y a des situations où c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a un variant où on se dit peut-être que c'est lui qui est responsable de la pathologie, mais on n'en est pas sûr. Et si on n'en est pas sûr, on ne peut pas s'en servir, on ne peut rien en faire. Voilà. Cette problématique en génétique moléculaire, c'est celle qui consiste à classer tous les variants un par un qu'on identifie sur les analyses génétiques avec cette classification qui est désormais
utilisée par tout le monde, dans le monde entier, qu'on appelle la classification de l'American College of Medical Genetics, où on va classer les variants en classe 1. C'est un variant qui est non pathogène, on en est sûr, c'est juste un variant de l'ADN, une caractéristique individuelle. Classe 2, il est probablement non pathogène, mais on ne peut pas en être complètement sûr. Le classe 3, c'est le variant de signification inconnue. Là, on ne peut rien en dire. Le classe 4, il est probablement pathogène. C'est probablement lui qui donne la maladie, mais on ne peut pas en être sûr à 100%. Et là, certaines équipes distinguent le 4A et le 4B en disant on peut faire une enquête familiale lorsqu'on a plus ce qu'on appelle l'intervalle de confiance qui est supérieur à 95%, c'est-à-dire qu'il est probablement pathogène avec un indice de confiance qu'on estime élevé. À ce moment-là, on va pouvoir, dans cette catégorie-là, faire une enquête familiale, se servir du variant comme un marqueur qui permet de dépister au sein de la famille, voire même, dans certaines situations, pouvoir proposer, pour des affections graves, un diagnostic prénatal ou un diagnostic préimplantatoire. Et enfin, la classe 5, c'est la mutation dont on est sûr et certain qu'elle est délétère, pathogène, et là, c'est évidemment quelque chose qu'on peut utiliser en matière de santé. Donc, vous voyez, je détaille un petit peu tout ça pour vous expliquer que la génétique moléculaire, ce n'est pas une prise de sang qu'on envoie à un labo, on reçoit le résultat et on a une réponse binaire, oui ou non. C'est quand même quelque chose d'un peu plus compliqué que ça. Et assez fréquemment, on identifie des variants de l'ADN pour lesquels il va falloir qu'on prolonge l'étude familiale, qu'on regarde si ce variant, on le retrouve bien chez les personnes malades et qu'on ne le retrouve pas chez les personnes non malades, pour pouvoir augmenter la confiance que l'on place dans ce variant comme marqueur de la maladie. Alors, ici, je vous montre la photo d'un petit patient qui est porteur d'un syndrome d'Ehlers-Danlos de type classique, avec une mutation du collagène de type 5. Marjolaine Willems vous a expliqué que de temps en temps, on avait des situations de diagnostic différentiel de sévices à enfants. Cet enfant, il a eu un signalement et lui, sa petite sœur et son petit frère ont été retirés de la garde de leurs parents devant cette suspicion de sévices. On est toujours en train, en lien avec le médecin de l'aide sociale à l'enfance qui nous a adressé le patient et chez qui, dans un temps relativement bref, on a mis 15 jours à identifier sa mutation du collagène 5, mais on l'a identifié, on a un diagnostic formel d'Ehlers-Danlos de type classique et j'espère que ça pourra contribuer à débloquer sa situation judiciaire parce que, de façon évidente, il s'est peut-être pris des coups de la part de son père, mais son état cutané est simplement expliqué par son défaut génétique. Oui. Ensuite, en théorie, quand l'enfant est placé, s'il était vraiment maltraité, ses bleus, ses cicatrices s'arrêteraient. Ce qui n'est pas le cas. Donc, où est la logique dans tout ça? Voilà, c'est une question que tout le monde se pose. Le problème, c'est que le temps de la justice, ce n'est pas forcément le temps des médecins. Moi, j'ai vu cet enfant, ça faisait déjà 4 mois qu'il était placé à l'aide sociale à l'enfance dans une famille d'accueil. Il est venu avec un médecin son éducateur, pardon, et on ne le voit pas ici, mais il avait une lésion qui datait de 2 jours auparavant au niveau du tendon d'Achille, parce qu'il avait ripé de sa pédale sur le vélo, et donc il avait une lésion qui n'était pas du tout en proportion avec le traumatisme qui s'était donné. De façon évidente, tout le monde a constaté la fragilité cutanée. Donc ça, c'est remonté. Le médecin de l'aide sociale à l'enfance est convaincu aussi. On fait des signalements, mais on a la lenteur classique de notre justice. Voilà. Donc, le plus souvent, assez souvent, en tout cas dans le type classique de syndrome d'Ehlers-Danlos, le diagnostic semble évident. Et on n'a pas forcément
besoin d'aller jusqu'à identifier la mutation, en tout cas pour le patient, pour confirmer son diagnostic pour le type classique de SED classique. Mais parfois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Ici, c'est pas un patient vu à Nîmes, hein, c'est une publication. Ici, on a une patiente qui a des atteintes cutanées relativement modérées, hein, par rapport à l'image que je vous ai présentée tout à l'heure. Hein. Et là, le typage entre type hypermobile et type classique, hein, c'est ce qu'on appelait autrefois le type MITIS, l'ancien type 2 de syndrome d'Ehlers-Danlos de type classique. Là, dans cette situation-là, il est compliqué parce qu'on a la patiente réunit les critères diagnostiques à la fois du type classique et à la fois du type hypermobile. Hein. Et là, sans la génétique moléculaire, eh ben, c'est extraordinairement, c'est quasiment impossible de pouvoir différencier les deux types de syndrome d'Ehlers-Danlos. Ça n'a pas une importance majeure en termes de prise en charge parce que finalement, on est relativement proche. Hein, pour ça, ce n'est pas aussi dramatique que rater une maladie de Fabry chez un patient qui est étiqueté Ehlers-Danlos, hein, puisque la maladie de Fabry, il y a un traitement spécifique. Mais ça peut être embêtant. Et donc, dans ce sens-là, l'utilisation du panel, elle est vraiment une aide aux cliniciens pour typer comme il faut le syndrome d'Ehlers-Danlos. Alors, le diagnostic moléculaire, il est complexe, il est compliqué, il est coûteux. Hein, il est coûteux. Alors, on a une organisation en France qui est très très particulière. Je veux vous en dire juste deux mots. Hein. C'est ce que l'on appelle le référentiel des actes innovants hors nomenclature. Hein, c'est voilà, le grand mot pour ce qui est de la génétique moléculaire, des examens de génétique moléculaire. Par rapport à la taille des séquences qu'on analyse, c'est pas moi qui fixe les choses, hein, c'est un décret. La nomenclature, c'est le code N242, ça correspond à 8170 B hors nomenclature, hein, c'est un coût. Ça représente à peu près 2200 € l'analyse. Hein. Pardon ? Alors, c'est compliqué parce que ce sont des enveloppes hors nomenclature et qui sont réservées à de la facturation interhospitalière. Hein. Voilà. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, l'établissement prescripteur envoie au CHU de Nîmes avec un bon de commande, que ce soit Montpellier par exemple. Bon, Perpignan, on évite parce que c'est un centre périphérique. Hein. L'établissement envoie la demande d'analyse. L'analyse, elle va durer au moins 6 mois et le plus souvent c'est une année. Hein. À l'heure actuelle, le taux de demande est tel que entre le moment où je reçois l'échantillon et le moment où on va le passer en séquençage, il se déroule déjà facilement 5 ou 6 mois, hein, parce qu'il y a une file d'attente. Et l'établissement qui émet le bon de commande, le CHU de Nîmes va facturer donc ces 2200 € à l'établissement qui le demande, et l'établissement qui a demandé l'analyse a la possibilité de se faire rembourser via une enveloppe particulière ce coût d'analyse. Simplement, le remboursement est étalé sur 4 ans. Voilà. Ça pose des problèmes incroyables parce qu'évidemment, les enveloppes budgétaires au sein des hôpitaux, elles sont contenues, elles ne sont pas inextensibles et que régulièrement, on a tous des stops hein, de la part de notre administration nous disant stop, vous arrêtez d'envoyer les prélèvements, on n'a plus de sous, on ne peut plus payer, donc voilà. Hein. Donc il y a cette contrainte-là qui est importante, qui fait que on ne va pas généraliser ces analyses à tous les patients, 1 à 2 par semaine, c'est intenable. Hein. Voilà. Un point important également sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est qu'un résultat négatif n'exclut jamais le diagnostic clinique. Hein, pour les analyses de génétique, ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé qu'il n'y a pas. Hein. On a l'impression qu'en 2019, on est super fort, qu'on sait tout, voilà, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a encore des régions dans les gènes qui sont inexplorées. Vous avez vu
tout à l'heure le catalogue de nouveaux gènes identifiés dans le cadre dans ce cadre nosologique. Et il y a notamment dans le contexte des syndromes d'Ehlers-Danlos certaines équipes leaders au niveau international qui prétendent qu'on identifie 100% des mutations des patients, etc. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui n'existera jamais. On aura toujours quelques patients pour lesquels le diagnostic clinique est irréfutable, mais par contre, on n'arrive pas à mettre en évidence chez eux la mutation qui est responsable. Ou alors, on a identifié un variant de signification inconnu. Peut-être que c'est lui qui donne ça, peut-être que c'est pas lui, en tout cas, on ne peut pas s'en servir. Hein. Donc, les analyses génétiques, elles ont un intérêt, elles ne sont contributives que lorsqu'elles identifient un variant de classe 4 ou 5. Hein. Dans les autres situations, eh bien, ce n'est pas contributif au diagnostic. Ils sont intéressants donc, pour confirmer le diagnostic clinique, pour le diagnostic différentiel. Ça permet le dépistage familial, voire de temps en temps des indications de diagnostic prénatal ou préimplantatoire. On en a eu pour le syndrome d'Ehlers-Danlos de type vasculaire, il y a eu des demandes à partir de la mutation. Indispensable lorsqu'on évoque le type vasculaire parce qu'il y a un traitement préventif qui permet d'éviter un certain nombre d'accidents mortels, vasculaires mortels. Ce traitement préventif, c'est un bêta-bloquant qu'on appelle le céliprolol. On l'introduit vers 7 ans, généralement. C'est à peu près ce qu'on admet. Le diagnostic génétique, il est peu utile, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour le type classique, lorsque c'est caractéristique, au niveau clinique, on n'a pas forcément besoin d'aller là. Par contre, tout un tas de formes chevauchantes où ça peut être nécessaire. Voilà, c'est un petit peu notre particularité au niveau de la région. On essaiera au fur et à mesure d'augmenter les possibilités d'analyse dans ce contexte de syndrome d'Ehlers-Danlos. Et puis, le jour où on a des facteurs génétiques pour le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, bah, évidemment, on les mettra là. Mais ça solutionnera à condition qu'il y ait une réelle prise de conscience au niveau des établissements publics, du coût des analyses et comment on fait. Parce que je dirais que là, vu le nombre de patients en question, le jour où on aura un test génétique disponible, s'il n'y a pas d'argent pour faire ça, ça ne servira à rien. Hein, voilà. Voilà.